La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. Merci d'être à l'écoute de la 90.3 iRadio. Merci aussi de nous regarder sur ITV, Canal 15 de la TNT. Bienvenue dans Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. La zone UEMOA, intégration économique, avenir et défis, notre thème du jour. Et pour en parler, Business Mag reçoit Mbaïsil Houma, consultant en développement économique et promotion du secteur privé. Bonjour Monsieur Houma et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Oumou, c'est moi qui vous remercie de l'invitation et de l'opportunité que vous me donnez de parler aux Sénégalais et aux gens qui nous écoutent aussi de l'extérieur, et que je salue très bien du fond du cœur. Voilà. Alors, pour camper le débat, nous allons d'abord écouter Awa Diop qui nous fait la présentation de la zone UEMOA. Ok. Avec comme principale mission la concrétisation de l'intégration économique du continent, le mécanisme de surveillance multilatérale de l'organisation indique que la cible de moins 3% de déficit public devrait être atteinte cette année, en 2019. La construction du marché commun se poursuit et de nouvelles perspectives s'ouvrent à des échelons régionaux supérieurs. L'intégration commerciale n'est pas pour autant achevée. Le commerce intra-pays membre représente, selon l'UEMOA en 2017, seulement 15,5% des échanges totaux. Et toujours dans un objectif d'intégration des politiques communes visant au développement continue d'être mis en œuvre. Et si des progrès ont été accomplis en 25 ans d'existence, de nombreux défis restent à relever. En témoigne le faible taux des échanges intracommunautaires dans l'Union. La tendance sur ces 10 dernières années, selon le dernier rapport de la BCEAO, est comprise entre 13,5% et 19% du total des échanges. La Côte d'Ivoire et le Sénégal restent les principaux fournisseurs intra-régionaux, avec respectivement 36,9% et 21,6% des exportations totales intra-UEMOA en 2017. Le Mali et le Burkina occupent la première et deuxième place des importations intracommunautaires avec respectivement 32% et 22,9% de leurs approvisionnements. Les produits pétroliers sont au premier rang des transactions intra-UEMOA avec une part de plus de 40,3% des produits échangés. Awa Diop, merci infiniment. Mbaïsil Houma, on sait que la zone UEMOA a célébré mardi 30 juillet ses 25 ans d'existence, un anniversaire qui était axé sous le thème Progrès vers l'intégration régionale, ensemble pour relever le défi de la libre circulation des personnes et des biens. Alors, force est de constater que le taux d'échange entre les 8 pays de l'UEMOA est assez faible, 16%, je parle sous votre contrôle. Et pourtant, il y a un paradoxe car le pays compte un immense marché de 120 millions de consommateurs dans un espace de 3,5 millions de kilomètres carrés. Quelque part, il y a un problème. Oui, Oumou, merci. En fait, je pense que l'introduction d'Awa a posé à la fois l'intérêt et les défis. Je pense qu'on devrait d'abord saluer l'initiative qui a été prise par ceux qui ont déjà mis en place au début, dans les années 62, l'Union monétaire ouest-africaine, et ensuite la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEAO. Parce qu'avant d'être UEMOA, qui n'est arrivé qu'en 1994, il y a eu d'abord cette volonté de créer un ensemble que nous avions hérité de la colonisation, 8 pays qui parlaient la même langue française officielle et qui avaient effectivement hérité d'une même monnaie. Et quelque chose avait été déjà pensé, et je pense qu'il y avait une vision réelle de créer un ensemble. Il n'y a qu'à regarder autour de nous. Ce qui fait la puissance des États-Unis, c'est 52 États. Parce que les États-Unis, eux, sont arrivés à ce qu'on appelle l'étape ultime donc, du marché commun, c'est-à-dire le marché commun qui finit par une fédération politique. L'Union monétaire ouest-africaine, en fait, a réussi quelque chose de très costaud, que beaucoup de groupements, en tout cas d'ensemble économique dans le monde n'ont pas réussi. Nous avons une monnaie commune, non, une monnaie unique. Parce que souvent les gens font une erreur. Nous avons une monnaie unique. Nous n'avons pas une monnaie commune. Parce que la monnaie commune peut être effectivement dans un ensemble où les pays ont leur propre monnaie. Par exemple, du temps de l'écu, qui était monnaie commune au niveau de l'Europe, chaque pays avait sa monnaie. Locale. Oui. Le franc français, donc la lire, voilà. Oui. Mais il y avait une monnaie commune qui était l'écu. Ensuite, ils sont passés maintenant à une monnaie unique qui est l'euro. Ben, nous avons déjà eu cette monnaie unique avant tout le monde. Mais l'économie ne se limite pas uniquement à la monnaie.
Et le problème que nous avons ici avec les 25 ans d'intégration, 25 ans donc d'intégration que nous fêtons, et vous avez soulevé les points essentiels qui sont effectivement la faiblesse des échanges, ça pose effectivement le gros problème qui est peut-être que souvent quand on met les plans, on ne se donne pas les moyens de dire comment est-ce qu'on va faire pour que ce soit appliqué. La libre circulation des personnes, c'est bien de l'écrire, mais les personnes vont circuler où? Pour que les personnes circulent, il faut des routes en bon état. Il faut de la sécurité. Il faut que sur le terrain, les fonctionnaires qui sont chargés de faciliter cette circulation comprennent l'intérêt. Moi, j'ai eu la chance d'habiter donc, dans la sous-région. J'ai vécu dans un pays qui est un peu le hub géographique, donc naturel, qui est le Burkina Faso, qui partage une frontière avec 5 pays de l'UEMOA, donc le Niger, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Mali. Voilà un pays, effectivement, qui a frontière avec tout le monde, où les gens circulent. Le problème que nous avons dans la sous-région, c'est que les textes sont bien pensés, mais ils sont passés à un niveau très élevé. Et je ne suis pas certain que ça descende toujours au niveau où le fonctionnaire qui est à la frontière du Mali ou à la frontière de la Côte d'Ivoire, que ce fonctionnaire soit en mesure de comprendre que bloquer un camion chargé de pommes de terre, denrées périssables, pendant 3 jours à la frontière, c'est quoi l'impact sur l'économie? Et cet impact, en quoi ça le touche lui? Souvent, les gens n'ont pas effectivement donc, cette capacité à analyser un impact donc, général sur donc, sa vie personnelle. C'est ça en fait qui fait que le fonctionnaire qui est à la frontière, qui bloque un camion pendant 4 jours, parfois pour des détails, ne se rend pas compte effectivement de le mal qu'il fait. À qui la faute? La faute est presque à tout le monde, mais la faute est peut-être aux décideurs qui n'ont pas cette capacité à communiquer, à cascader la communication pour que les gens soient sensibilisés. Mais le fonctionnaire qui fait son travail au niveau des frontières subit, mais passez-moi l'expression, est aux ordres des autorités. Oui, mais les autorités qui sont à Ouagadougou ou à Dakar ou à Bamako, il ne fait que suivre les instructions ou bien il y a un laisser-aller au niveau des frontières? Il y a même une mauvaise compréhension même de cette notion de libre circulation des personnes et des biens. Parfois, vous savez, le pouvoir, c'est quelque chose effectivement qui est assez compliqué, assez complexe. Le fonctionnaire qui est à la frontière entre le Burkina Faso et le Niger, mais c'est, entre parenthèses, le gouverneur de cette région-là. C'est le patron. Il a la possibilité de vous bloquer pendant 4 heures de temps, pendant 8 heures de temps. Ce n'est pas le cas dans les pays développés quand même. Non. Ça, ce phénomène, on ne le voit qu'en Afrique. Non, on ne le voit qu'en Afrique, malheureusement. Et ça impacte énormément les chiffres que vous venez de donner, qui sont assez alarmants. 16% d'échanges entre nous, ça veut dire quoi? C'est 84% d'échanges avec les autres. Un manque à gagner énorme. Un manque à gagner énorme en termes de création d'emplois. Parce que chaque fois que vous avez importé un produit ailleurs, vous avez consolidé de l'emploi dans ce pays. Vous avez créé de l'emploi dans ce pays, vous avez donc dépensé des devises pour ce pays, parce qu'en fait, vous payez en devises, vous vous êtes appauvri d'une manière ou d'une autre, et vous avez créé du chômage chez vous. C'est en cela que promouvoir ces échanges entre nous, c'est important. L'Europe échange pour 67% entre eux, les pays européens. Certains pays européens échangent pour 83% dans l'Europe. Si vous prenez l'ALENA, qui est donc l'ensemble Mexique, États-Unis, Canada, ils sont à 54% d'échanges entre eux. Et vous prenez effectivement donc, nos pays africains, 16% d'échanges entre nous, ça veut dire que nous échangeons avec le reste du monde. Nous créons de la valeur ailleurs, nous créons de la richesse ailleurs, nous créons de l'emploi ailleurs, et pendant ce temps, le chômage grimpe chez nous. Il faut nécessairement que cette libre circulation des personnes et des biens se traduise sur le terrain par des projets régionaux d'intégration. Lesquels, par exemple? Je commencerai par si nous voulons circuler, il faut déjà faire des routes. Des infrastructures. Des infrastructures. Il faut des routes, des autoroutes pour nous-mêmes. C'est-à-dire identifier les corridors, s'asseoir ensemble et dire où est-ce qu'on doit mettre une route entre les pays. Où est-ce qu'on doit mettre un chemin de fer entre les pays. Et ça, c'est pour moi peut-être l'infrastructure de base qui nous manque. On ne peut pas effectivement imaginer que 60 ans après les indépendances,
même le chemin de fer que le colon nous avait laissé, que nous ne soyons pas en mesure de le remettre en place. Je crois que ça, c'est un gros problème. Il nous faut effectivement identifier donc ces corridors, s'assurer que entre nos États, il y a suffisamment de routes, suffisamment d'autoroutes, suffisamment de chemins de fer, suffisamment de bases logistiques. Parce que vous allez parfois à la frontière, moi j'ai eu la chance de faire ces routes, vous arrivez, vous voyez des files de camions au soleil. Certains de ces camions sont donc remplis de denrées périssables et personne ne s'en occupe. Il faudrait peut-être créer des bases logistiques avec des entrepôts réfrigérés qui pourraient abriter effectivement ces camions pour que les denrées périssables effectivement maintiennent la chaîne de froid. Tout ça, c'est des projets qu'il faut réfléchir. Et souvent, les décisions sont prises en amont. Il y a une bonne volonté de dire, OK, on va effectivement faire l'intégration, mais derrière, il faut créer les conditions pour que cette intégration soit effectivement réelle. Est-ce qu'aujourd'hui, l'espoir est permis de booster le taux intracommunautaire dans la zone UEMOA? Je prends l'exemple de ce que disait le président Ouattara, qui est un économiste de renommée mondiale, qui a effectivement été parrain donc, de cette UEMOA. Il était gouverneur de la Banque centrale, premier ministre de la Côte d'Ivoire, donc il sait de quoi il parle. Il parle encore de ça comme d'un rêve. Il parle de l'intégration toujours un rêve. C'est-à-dire, bon, si c'est un rêve, les yeux ouverts, d'accord, ça veut dire qu'on pourrait le réaliser, mais je ne voudrais pas que ce soit juste un rêve. Voilà. Je sens dans sa pointe, dans l'interview qu'il a donnée à un journal de la place, il y a un peu de dépit dans ce qu'il est en fait en train de dire. Ce n'est pas du découragement, mais je pense qu'il se pose des questions de pourquoi nous en sommes là 25 ans après. 25 ans après cette intégration, qui est quand même... Nous avons, nous, réussi ce que Béli Balassa, donc l'économiste hongrois, a classé comme typologie des ensembles. Nous sommes à la dernière phase, par exemple, de la fédération, en fait. Nous avons un marché commun avec une monnaie unique. Un marché de 120 millions de consommateurs. Millions. Donc, pour l'entreprise privée, et c'est ça, effectivement, qui m'intéresse, moi. Oui, on va en venir, le cas du secteur privé. Le secteur privé, mais un marché de 120 millions, c'est énorme. 120 millions d'habitants, ça allait vous cibler au moins 80-90 millions de consommateurs, quel que soit le produit. Vous pouvez dire même 70 millions. Mais 70 millions de consommateurs, si vous n'avez que 10% de part de marché, c'est 7 millions de consommateurs. Avec 10% de part de marché. Le prophète zimbabwéen dit, vaut mieux avoir 10% de l'éléphant que 100% de la souris. 10% de l'éléphant, vous allez encore emprunter peut-être les frigos du quartier pour pouvoir mettre la viande. 100% de la souris, c'est le repas du matin et c'est fini. Donc, ces ensembles, c'est en cela que c'est important. En fait, quand ils ont été créés, tous ces espaces, en fait, c'est pour développer les échanges commerciaux. Et quand on parle d'échanges commerciaux, on parle du secteur privé. Et le secteur privé, même le paysan qui produit sa banane et qui transporte donc, le produit d'un marché à un autre, c'est un privé, c'est pas juste l'entreprise. L'entreprise, c'est la phase ultime de transformation. Oui, surtout qu'on sait que nos économies sont dominées par le secteur informel. Voilà. Le cas du Sénégal avec 90%. Partout, c'est l'informel. Donc, le tissu industriel, il est encore extrêmement faible. Et c'est là la bataille actuellement. Il faut industrialiser. Il nous faut passer à l'industrialisation. Ça, c'est vraiment là qu'on va gagner la bataille donc, du sous-emploi. C'est là qu'on va créer de la richesse. Et c'est là qu'on va faire en sorte que l'Afrique ne sera plus un souk. Pour l'instant, faites le tour du marché, tout nous vient de partout. D'Asie du Sud-Est, de l'Europe, des États-Unis. On devient un peu un souk. Et ça ne peut pas créer de l'emploi. L'emploi se crée au niveau de la transformation industrielle. Comment industrialiser nos économies? Déjà, il faut identifier, c'est facile. Moi, quand je m'occupais de promotion des investissements, je suis allé dans un pays d'Asie et un de mes interlocuteurs m'a dit, mais c'est quoi votre stratégie? J'ai un peu tourné la tête, je n'avais pas une idée claire de la stratégie. Il m'a dit, vous savez quoi, ne vous compliquez pas la vie, Mbaye. Quand tu repars au Sénégal, va tirer le tableau des importations. Et dans ce tableau des importations, identifie les produits les plus usités et les produits que vous pourriez faire chez vous. Ce qu'on appelle en anglais import substitution. La substitution des importations. Et ça, c'est la première chose que nous devons faire. Mais en fait, des clous. Faire des clous. Les clous, c'est juste un moule dans lequel vous versez effectivement l'étain ou l'acier.
vous sortez, vous usinez, vous avez un clou. Et jusqu'à présent, au Sénégal, on importe des clous, oui. On importe des marteaux, il y a des choses qu'on importe qu'on ne peut pas imaginer importer. Mais pour cela, il faut une politique industrielle. Il faut que l'État et le privé se mettent ensemble. Moi, je pense que toujours on dit l'État. Non, il n'y a pas que l'État. Oui, je suis d'accord. L'État a bon dos, mais il y a plein de choses sur lesquelles le privé doit se mettre en situation de se dire est-ce que nous ne sommes pas trop dans la facilité? Le secteur informel, comme vous disiez, 90%, mais vous savez qu'il contribue pour moins de 5% au niveau des recettes fiscales. Oui. C'est inadmissible. C'est un manque à gagner aussi. Énorme pour l'État. C'est-à-dire le budget de l'État où les ressources propres sont de 2500 milliards actuellement, mais si le secteur informel avait été un tout petit peu formalisé et qu'ils sortent de leur zone de confort pour contribuer un tout petit peu au développement, mais nos ressources propres pourraient passer à 4 000 milliards. On n'aurait pas besoin d'aller chercher les 1 milliard 5. Non, les 15 milliards. 1 million 500, oui. 1500 milliards. 1500 milliards, oui, voilà. D'emprunt, oui. Non. Parce qu'on a un budget qui avoisine les 4 000 milliards. À 4 000 milliards. Et à ce moment-là, on aurait peut-être besoin d'emprunter à l'étranger 500 milliards. Et avec ça, on est confortable. Si effectivement, M. le Président avait un tel budget, je peux vous garantir qu'il aurait moins de nuits courtes que maintenant. Voilà. Mais ça, c'est un problème. Il faut que l'informel accepte un peu de sortir de cette zone de confort, d'importer. Mais est-ce qu'il est facile de contrôler le secteur informel? Comme son nom l'indique, c'est un secteur non structuré. Oui, on peut le structurer. Je pense qu'il faut amener les gens à pouvoir dire, par exemple, vous voyez parfois l'État lance un appel d'offres. Fourniture de table-banc pour l'école. Mbaye Sy Lokhoma, donc tout de suite, soumet son appel d'offres, donc soumet sa proposition, gagne le marché, et qu'est-ce qu'il fait? Identifie un pays en Asie, va importer les tables-bancs pour les livrer. L'État peut dire non, il y a des produits pour lesquels, si vous gagnez ce marché, vous les faites ici. Quitte à aller chercher un partenaire à l'étranger. Vous pouvez effectivement aller en Chine, en Asie, quelque part en Turquie, et trouver un partenaire avec lequel vous allez monter l'unité de production ici. L'État a le droit de le dire. L'État peut dire, bon, écoutez, comme l'a fait un pays comme le Rwanda, dans un an, la friperie c'est fini. C'est des décisions fortes. Oui. Mais c'est des décisions qui vont conduire les gens à dire, mais si la friperie est finie, ça veut dire qu'on doit relancer la confection. Ça, un pays comme le Rwanda peut se le permettre. Mais ici, par exemple au Sénégal, on ne peut pas se réveiller un bon matin et dire que la friperie c'est fini. Parce qu'on sait que la majorité des populations a un revenu faible. Oui. Et que cette frange de la population ne peut pas se permettre d'aller dans les magasins acheter quand même des tenues chères. Donc la friperie aussi, c'est une alternative pour les personnes démunies. Oui, mais on peut effectivement, si on joue l'échelle dans la confection, on peut arriver à produire des t-shirts, on peut arriver à produire des chemises, des shorts à des prix accessibles. Tout est question de volonté politique. Mais pendant ce temps, les gens ont besoin de se vêtir. Les gens peuvent se vêtir. Je crois qu'il faut le faire. Même le Rwanda ne l'a pas fait du tic-au-tac. Ils ont décidé de le faire depuis 2021. Donc ça, ils se donnent le temps de planifier. Nous aussi, on pourrait se dire, si nous voulons que la confection soit relancée, on peut remettre l'obligation des tenues à l'école. Oui. Nous, on a connu ça. C'est la tendance du moment, je pense. C'est la tendance du moment. Oui. Je pense qu'il faudrait l'imposer. Nous, on a connu le Soboko. C'était effectivement chemise kaki, culotte kaki. Mais pour ça, il faut quand même qu'on ait au moins des usines qui confectionnent des tissus. On avait Sotiba, mais... Justement, c'est là où l'intégration encore africaine peut jouer. Vous avez, si vous prenez les pays de la suite de l'UEMOA, le Mali, le Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal, vous êtes à plus de 3 millions de tonnes de production de coton. Ça veut dire que si on se donne les moyens, on peut se spécialiser dans la sous-région pour que les filatures soient dans une zone, les tissages soient dans une zone, parce que vous prenez un peu la grappe textile, oui. Elle part de l'égrenage donc du coton, oui. jusqu'à la confection. Et là-dedans, il y a plusieurs étapes de filature, de tissage, de teinture. On peut effectivement trouver des solutions. On peut le faire aussi dans la production animalière, où effectivement, généralement, quand on parle de... Moi, je le vois, quand on regarde à la Tabaski, le nombre de peaux de bêtes qui sont jetées, c'est terrible. Alors que quand vous regardez la chaîne de valeur animalière, la viande est à part, mais c'est avec la peau qu'on fait l'argent. Oui, même avec les cornes. Avec les cornes, on fait des boutons. Oui. Donc tout ça, en fait,
il faut effectivement s'asseoir, créer les conditions donc de la chaîne de valeur industrielle pour dire où est-ce que l'État va créer les conditions pour que le privé se lance. Parce que au début, le privé ne se lance pas parce qu'il n'y a pas de marché. Parce que c'est vrai que vous ne pouvez pas produire s'il n'y a pas de marché. Mais on a un marché. Malheureusement, pour que ce marché-là soit réellement intéressant pour le privé, il faut qu'il soit accessible. Il faut qu'on puisse toucher les populations, qu'on leur amène la matière entre leurs mains. Et ça, maintenant, il faut des infrastructures. Et c'est là où l'État, effectivement, les États de la sous-région ont peut-être un peu manqué le coche, et ce qui fait que les échanges sont extrêmement faibles. Oui. Voilà, il est plus facile de faire venir un conteneur de Turquie que de faire venir un camion, effectivement, de Niamey. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Oui. Et donc, voilà les questions qu'il nous faut régler. Mais pour cela, il faut que les États acceptent un peu de libérer un peu de souveraineté, d'accepter effectivement d'aller un peu ensemble, d'oublier un peu les questions, un peu d'égoïsme individuel. Sinon, si nous ne nous mettons pas ensemble pour réussir, nous allons être dominés ensemble. Parce que le monde avance. Les autres États ont compris. Au niveau de l'ASEAN, eux, ils ont réussi effectivement à avoir donc leur grand ensemble de 650 millions de consommateurs. Ils sont maintenant en train de réfléchir sur la monnaie unique. Nous avons déjà cela avec nos 120 millions. Oui. Même East Africa Community, ils sont 180 millions, les pays de la Tanzanie, Kenya et autres. Oui. Ils sont aussi en train de réfléchir sur la monnaie unique à leur niveau. Et nous avons cette monnaie unique. Je ne dis pas que c'est la panacée, la monnaie unique, mais ça facilite. Parce que pour un directeur financier, être dans une entreprise et ne pas se poser des questions sur la perte de change. Il y a des directeurs financiers dans certains pays qui ne dorment pas parce qu'ils sont dans un pays où le taux de la convertibilité de la monnaie locale par rapport au dollar change toutes les 2 heures. Oui. Nous, on a ici un système où vous savez que 100 francs, c'est 100 francs. Oui. Du Niger au Sénégal. Mais c'est normalement facile de pouvoir commercer. Si nous levons et que nous décidons, nous allons faire en sorte que les barrières soient levées. Le président Ouattara en parle. Il dit il y a 9 contrôles entre Dakar et Bamako. 9 contrôles sur la route. Oui, mais excusez-moi. Il y a plus que ça. Oui, désolé de vous couper la parole, mais on sait que c'est vrai qu'il y a des contrôles sur les corridors et les longs délais dans les transports des marchandises, mais il y a aussi le défi sécuritaire, car faut le noter aussi, l'Union fait face à une situation d'insécurité engendrée par le terrorisme. C'est les challenges que nous avons effectivement. Voilà, il y a aussi le trafic de stupéfiants. Il y a tout. Voilà, les effets négatifs du changement climatique, il y a la migration aussi. Tous ces facteurs aussi minent quelque part. C'est pour ça qu'il faut se donner les moyens. C'est-à-dire, en fait, il faut que nous soyons dans une situation de dynamisme, en fait. Il faut avancer avec son temps. Nous ne sommes plus dans des situations où on peut voir un douanier monter sur un camion pour essayer de soulever les sacs pour voir ce qu'il y a en dessous, il ne verra rien. On est à l'âge où le camion passe dans un scanner et on voit exactement tout ce qu'il y a dans le camion. Mais est-ce que nous disposons de ces scanners? Nous devons disposer de ces scanners si nous voulons y investir. Nous avons l'argent pour le faire. Nous avons l'argent pour le faire. Il faut juste que les douaniers acceptent qu'on aille vers le numérique. Vous m'avez marché sur la langue, comme on le dit dans notre jargon. Donc, est-ce qu'au niveau de l'espace, on peut parler de la digitalisation? Il faut qu'on digitalise. Vous savez... Parce que nous sommes dans un monde connecté, et je parle encore une fois sous le contrôle de mon confrère Ousmane Gueye, l'expert IT Maison. Il a raison. De l'émission E-Tech, la grande émission. Mais il a raison, le monde va vers ça. Moi, hier, j'étais dans la rue avec mon appareil téléphonique. Oui. Je reçois un document. Je le convertis en PDF. Je l'envoie effectivement à quelqu'un qui l'envoie en Espagne, qui l'envoie en Allemagne. Dans la minute, il y a l'accusé de réception. Tout ça, c'est une question de 30 secondes. Donc, et grâce au numérique. Au numérique. Donc la digitalisation. Tout est numérique, comme le dit Ousmane Gueye, oui. Tout est numérique. Oui. On va vers un moment où on n'aura plus besoin de papier. Le papier, je ne dirais pas qu'il est mort, mais il faut que dans la sous-région, il faut dématérialiser. Oui. Il faut qu'on puisse s'asseoir quelque part, faire passer un camion et savoir qu'est-ce qu'il contient. Et pour ça, il faut des scanners. Il faut des scanners. Il faut des scanners, il faut effectivement du matériel qui permet de pouvoir tout de suite savoir détecter. Détecter. Et la sécurité, c'est un problème. Nous avons effectivement des défis sécuritaires. Un camion qui quitte Lisbonne et qui va en Suède, le chauffeur ne se pose jamais la question de savoir est-ce qu'il y aura un coupeur de route. Et chez nous,
malheureusement, vous voyez encore ce qui s'est passé à Kopentum. Oui. Il y a encore des coupades de route. Oui, il y a le terrorisme aussi. Il y a le terrorisme. Frappé par le Burkina Faso qui en paie les frais. Il y a tous ces problèmes qui sont de gros défis qui font que les textes qui avaient été votés en 1994 doivent être repensés pour que peut-être qu'il faut un système de défense communautaire contre le terrorisme. On a déjà commencé avec le G5 Sahel. Il faudrait peut-être l'étendre effectivement à l'ensemble de ce qui peut. Parce que moi, je me dis, ce qu'il nous faut, c'est créer les conditions pour que le secteur privé soit à l'aise. Oui. Que le secteur privé se sente dans des conditions de pouvoir investir. Vous savez, Michael Porter, qui est un peu ma référence en développement économique, dit Nation don't compete, companies do. En fait, les États ne sont pas en concurrence. Souvent, les gens oublient cela. Ce sont les entreprises privées installées dans les États qui sont en concurrence. Et une concurrence saine. Saine. Le Japon n'est pas en concurrence avec la France en tant qu'État. Ce sont les entreprises automobiles japonaises, les entreprises automobiles françaises qui sont en compétition. Les banques japonaises, les banques françaises qui sont en compétition. Donc c'est l'entreprise privée qui fait l'État. Il faut que les gens comprennent que, comme disait le président Abdou Diouf, moins d'État, mieux d'État, oui, mais c'est moins d'État, plus de privé. Quand c'est bon pour le privé, c'est bon pour l'État. Et ça, un pays comme la Malaisie, le docteur Mahathir avait réussi à le faire, à l'inculquer aux fonctionnaires. C'est-à-dire, le jour qu'on arrivera à ce qu'un fonctionnaire soit pressé d'aider un jeune entrepreneur à réussir, et non lui mettre le bâton dans les roues, parce qu'on sait ce qui se passe. Vous voulez entreprendre, mais on vous met tellement de bâtons dans les roues, dans l'administration, que vous finissez par vous décourager. C'est parce que les gens ne savent pas qu'un État fort, c'est d'abord un secteur privé fort. Et c'est donc moi, mon message, c'est ma raison de vivre actuellement, c'est de dire le développement économique, c'est un secteur privé fort, c'est la création d'emplois. Si le développement économique sans création d'emplois, c'est absolument rien. L'économie en tant que telle n'est pas juste quelque chose de virtuel, c'est pour que les hommes puissent effectivement se développer et devenir prospères. C'est ça le but de l'économie. Voilà. Vous êtes bien sur iRadio 90.3, vous regardez en même temps ITV Canal 15, vous écoutez et vous regardez Business Mac en même temps, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Maïssi Lahoma, économiste, expert en consultant, en développement économique et promotion du secteur privé. Notre invité du jour, justement, nous allons rester sur le secteur privé. Maintenant, comment lever les obstacles pour que le secteur privé puisse bénéficier pleinement des acquis de la zone, de l'intégration dans la zone? Je pense que le président Ouattara, même le ministre Hott, a déjà donné quelques pistes. Le plus dur est là. Il y a un marché commun. On a un tarif extérieur commun, c'est-à-dire on a un cordon douanier, c'est-à-dire à l'intérieur, les produits doivent circuler normalement, logiquement, sans aucune... Mais tel n'est pas le cas, force est de le constater. Malheureusement, comme je disais, je vais donner une anecdote, je passe entre Ouagadougou et Niamey par la route, donc vous faites Ouagadougou, Koupela, Fadangourma, et vous allez à Niamey, et puis à la frontière, il y a le policier qui me demande donc mes papiers, c'est avec donc mon collègue du Burkina, je sors mon passeport. Il me dit non, lui il veut voir la carte d'identité. Que le passeport c'est pour les aéroports. Je dis bon, normalement le passeport ça permet de passer le port. Le port ça peut être terrestre, ça peut être aérien ou maritime. Vous voyez un peu le dialogue de sourds, mais nous sommes dans la pleine brousse. C'est lui qui est le patron de la zone. Donc il insiste, j'insiste, on finit par trouver un terrain d'entente, qu'il accepte que le passeport pour m'identifier. Mais il me dit, mais où est votre carnet de vaccination? J'ai dit, mais normalement, vous, en tant que policier, vous n'avez aucune habilité à me demander un carnet de vaccination. Et d'ici, que là où il est, il représente tous les corps. Vous voyez un peu, en fait... C'est une mentalité. Une mentalité. Bon, vous voyez un peu là où est-ce que vous voulez en venir. On a fini par trouver un terrain d'entente. Mais ce n'est pas souhaitable. Ce qui est souhaitable, c'est que les gens comprennent que la libre circulation des personnes et des biens, ça n'a pas juste été inventé pour faire plaisir, c'est que c'est une fonction économique essentielle. Oui. Si vous pouvez vous mouvoir dans un espace avec vos produits, les vendre, revenir dans la même journée. Vous savez, Dakar-Bamako, 1200 km,
Si on a une oui, autoroute, le contrôle, on ne peut pas exclure de ne pas faire le contrôle. Il faut contrôler. Oui, parce qu'il y a les défis sécuritaires, il y a le terrorisme, il y a le trafic de drogue, mais quand même... Il faut juste arriver à ce que le fonctionnaire ne verse pas dans l'abus de pouvoir. Donc ça, c'est un changement de mentalité. Donc le mal est profond alors. Le mal est profond. Et ça veut dire qu'il faut que les gens communiquent pour que la personne qui a une parcelle d'autorité comprenne que cette parcelle d'autorité, il doit s'en servir pour aider. Il ne doit pas s'en servir pour neutraliser les gens. Non. Donc ça demande beaucoup de communication, beaucoup de formation, parce qu'en fait, les traités que les présidents signent, les assemblées votent, mais allez voir le nombre de personnes qui ont lu les traités. En fait, on a besoin d'une intégration des peuples. L'intégration que nous avions avant la colonisation, où les gens pouvaient marcher, aller s'asseoir dans un espace comme ils voulaient, il faut qu'on arrive à ce que les peuples disent cet espace-là, c'est pour nous. Dans le temps, ça existait. Dans le temps, il n'y avait pas effectivement de problème de frontières. Les Sénégalais allaient effectivement... Il n'y avait pas le phénomène de la migration aussi. Il y avait même des migrations, parce que moi, j'ai été au Tchad où il y a un village qui s'appelle Sénégal. Ah bon? Qui a été créé par les gens qui partaient à la Mecque à pied. Parce que les gens qui partaient à la Mecque à pied passaient par le Tchad, par Abéché. Il y a un village qui s'appelle Sénégal sur la route d'Abéché. Donc les migrations existaient. Mais elles n'ont pas été effectivement aussi denses que maintenant, qui ont été les migrations d'ordre économique, où les gens partent au Niger, pas pour rester au Niger, mais c'est un corridor pour aller en Europe. Ça, c'est autre chose. Et là-dedans, il y a effectivement tout ce que ça charrie comme risque de terrorisme. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, le phénomène a pris des proportions inquiétantes. Oui. Il faut effectivement, dans les textes de l'UEMOA qui doivent être revisités, que ces questions effectivement à la fois économiques et tout ce qui peut donc contraindre l'économie soit donc traité. Et je pense qu'il faut que les États se disent, pour que nous ayons un secteur privé fort, nous devons nous asseoir pour dire, OK, comment peut-être asseoir une sorte de spécialisation des pays? Parce que si le marché est de 120 millions, mais si chaque pays fait la même chose aussi, on se marche dessus. Il y a des pays qui ont, sur le plan donc, des ressources naturelles, qui sont beaucoup plus forts dans l'agriculture, d'autres sont beaucoup plus forts dans l'élevage, d'autres sont beaucoup plus forts dans les mines. On peut effectivement trouver des moyens de pouvoir faire des sortes de grappes industrielles qui sont effectivement donc, bien réparties dans différents pays, des corridors donc, au niveau infrastructure pour que les gens puissent circuler, que les marchandises circulent et surtout que les contrôles intempestifs dont on parle, que ceci soit... En Europe, vous passez les frontières, il y a des douanes. Oui. Mais vous donnez vos documents, le douanier regarde, le camion passe dans le scanner, le cachet, 5 minutes, le camion repart. Mais il faut qu'on en arrive là. Nous avons les moyens, je pense, d'en arriver là. Et il faut que, la zone soit connectée aussi, encore une fois. Justement, je parlais oui. Ce qui nous manque. La digitalisation. C'est les projets régionaux. Oui. Le Northern Corridor en Afrique de l'Est, ils sont en train de faire 9 projets. Donc, 9 projets régionaux. Entre le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda. 1, chemin de fer qui va relier tous les pays. 2, la fibre optique. Donc ça, votre Haïti, il va être très content. Oui, Ousmane Gueye. Il nous faut ce genre de projet. Il nous faut un projet, par exemple, de fibre optique qui va inonder effectivement l'ensemble de la sous-région. Et ça, il faut juste qu'on se mette en place. Parce que ça, c'est demain. Et ça, c'est le futur. Ça, c'est des projets que nous devons effectivement mettre en place. Des projets de transport électrique, de production et de transport électrique. Ça, c'est des projets régionaux. Là où le bas blesse dans la sous-région et qui fait que l'économie ne suit pas le politique, c'est que nous avons décidé d'intégration africaine, sous-régionale, du moins UEMOA, mais nous n'avons pas les projets d'intégration. Et ces projets, c'est des projets d'infrastructure. Ces projets d'infrastructure, parce que si on dit la libre circulation, oui, mais il faut d'abord circuler. Oui. Si vous ne pouvez pas circuler, c'est même pas la peine de dire que c'est libre. Parce que la personne ne veut pas y aller. Moi, j'ai été dans des endroits où vous quittez un pays, vous roulez à 120 à l'heure, vous passez à la frontière, vous arrivez dans l'autre pays, mais vous roulez à 20 à l'heure, tellement la route est catastrophique. Vous roulez première, deuxième. Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas eu cette réflexion d'intégration de dire, si nous voulons que la personne puisse voyager tranquillement entre Dakar et Niamey, c'est quoi le corridor? Et dans ce corridor-là, on a 10 ans pour faire une autoroute. Chaque année, vous faites une portion, ainsi de suite. En 10 ans, vous faites l'autoroute. C'est une question de volonté. Si on veut le faire, on peut le faire.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Oui, mais ça, moi, malheureusement, je ne suis pas au niveau des décideurs. Peut-être que les présidents, ils ont beaucoup de volonté, mais quand ils sont dans le fauteuil, il y a des réalités que moi, je ne connais pas. Peut-être, parce que je pense que, comme je disais, le président Macky Sall a toujours dit pas de chemin de fer, pas de développement. Et il a raison. Le chemin de fer, c'est la clé. Le port de Dakar souffre tout simplement parce que mais il n'y a pas de train entre Dakar et Bamako. Il y a une congestion au niveau du port. Au niveau du port. Le Kenya On sait que le directeur est en train de mettre en œuvre des programmes. Il y a un parking pour que maintenant les gros porteurs stationnent et que tout aille vite. Mais c'est pas la solution. C'est pas la solution. C'est l'expert qui parle. C'est pas la solution. C'est quoi la solution? C'est une digression. C'est un chemin de fer. Mombasa, Nairobi, le Kenya a réussi à créer donc ce qu'ils ont appelé le cargo. Il prend tous les jours 110 conteneurs entre Mombasa et Nairobi. C'est l'équivalent de 110 camions de moins sur les routes. Nous avons 300 à 400 camions par jour sur la route, Dakar-Bamako. Et alors, avec le TER, ça ne va pas régler le problème? Mais le TER, c'est pour les passagers, ça ne va pas régler le problème. Non, le problème du port, c'est un chemin de fer à grand écartement standard, Dakar-Bamako. Le président l'a dit, il l'a répété, il a raison sur toute la ligne. Ce dont je suis étonné, c'est pourquoi il ne le fait pas. Voilà. Mais le directeur général du port l'a déjà dit, il faut un chemin de fer entre Dakar et Bamako. Ça, c'est... Les colons ne l'avaient pas fait par hasard. Le chemin de fer Abidjan-Ouagadougou n'était pas par hasard. Nous devons faire en sorte que toute la sous-région est reliée par un chemin de fer à écartement standard. Parce que si nous faisons un chemin de fer à écartement standard ici, et que le Niger fait un chemin de fer métrique, il n'y aura pas d'interconnectivité. Il n'y aura pas une harmonisation des infrastructures. Non, le train ne pourra même pas circuler parce que vous faites un train avec 1,435 m d'écartement. Il arrive dans une zone, c'est 1 mètre, ça dépasse le... Donc il faut une harmonisation. Il faut une standardisation. Voilà. Des infrastructures. Dans la zone UEMOA, on sait que la zone UEMOA, on va le rappeler, est composée de 8 pays, le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, la Guinée-Bissau et le Niger. Est-ce que c'est possible pour les pays membres de mettre en place un projet de développement des ressources extractives et un programme de facilitation de l'approvisionnement des ressources extractives? Parce que je me suis inspirée du modèle fait par la CEDEAO qui a récemment validé un projet politique de développement, mais axé sur les hydrocarbures et un programme d'approvisionnement des produits pétroliers dans l'espace. Tout ce qui est ensemble est bénéfique. Donc, vous savez, nous ne sommes pas les seuls, l'UEMOA et donc un groupement économique de pays. Il y en a 8 au niveau de l'UA. Il y a l'East Africa, il y a la SADC, il y a l'Afrique centrale. Tout le monde est conscient qu'il faut se regrouper. L'union fait la force. L'union fait la force. Les Wolofs disent Mbolo Moïdole. C'est vrai. Mais il ne faut pas que ça soit uniquement dans les mots. Que ça soit que des slogans. Voilà. Il ne faut pas que ce soit un slogan. Il faut se donner les moyens d'être cette force. Un marché de 120 millions, c'est bien. Mais si ces 120 millions ne sont pas accessibles, vous n'avez rien. Il faut se donner les moyens de pouvoir effectivement toucher ces 120 millions. Il faut effectivement se donner les moyens de pouvoir être ensemble. Par exemple, les ressources extractives dont vous parlez, nous ne sommes pas toujours dans les mêmes... Par exemple, si vous prenez le Sénégal et le Mali, nous avons un peu d'or en commun. Mais le Mali est très riche en or et en bauxite. En bauxite. Oui. Voilà. Nous n'avons pas de bauxite, nous avons du fer. Oui. Malheureusement, la Guinée n'est pas UEMOA. Si la Guinée était UEMOA, là, le projet dont parlait Pierre Atepa Goudiaby, et il a raison. Le chemin de... La nouvelle route de l'acier et du fer. Oui. Mais il a de l'acier et de l'aluminium. Il a raison. Il est même avant-gardiste. Malheureusement, au Sénégal, quand quelqu'un parle, souvent les gens ne regardent pas le sujet, ils regardent la personne. Parce que Goudiaby l'a dit, les gens disent mais ce qu'il dit... Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un conflit d'intérêt dans votre intervention? Parce que je vais rappeler aux auditeurs et aux téléspectateurs que vous étiez le directeur de campagne d'Atepa Goudiaby. Oui, mais je ne le dis pas en tant que directeur de campagne, parce que je suis ex-directeur de campagne. Il y a un conflit d'intérêt quelque part. Non, c'est fini. La campagne est finie. On a été éliminé au niveau du parrainage. Voilà. Mais il a raison. Malheureusement, souvent on pointe le doigt, on ne regarde pas la lune. Il a doublement raison. C'est-à-dire, si on pouvait se mettre ensemble au niveau des ressources extractives pour dire nous avons cette capacité à produire du fer entre le Sénégal et le Mali,
on a de la bauxite, on a de l'or. Mais arrêtons d'exporter nos produits en l'état. Ce qu'on appelle les produits crus. Mettons-nous dans une situation de pouvoir transformer, de créer de la valeur. Tout à l'heure, on parlait de la production de clous, par exemple, au Sénégal. Oui. Si on arrivait dans la zone à produire du clou, parce que le Sénégal a dû faire aussi. Oui, bien sûr, on en a. Mais je veux dire qu'en fait, nous avons une montagne de 750 millions de tonnes. Si on y rajoute le Mali, facilement, on peut passer à quelques milliards de tonnes. Là, on a du zinc, on a le Burkina, par exemple, a du zinc, du cuivre. Dans notre sous-sol, là, il y a tout ce qu'il faut. Au Niger, il y a de l'uranium. On a tout ce qu'il faut. Il faudrait juste se donner les moyens de dire, pris isolément, nous ne pourrons pas nous en sortir. Par contre, ensemble, nous pourrons effectivement structurer des montages financiers, parce que là, ce ne sera pas un seul État, c'est 4, 5, 8 États qui se mettent ensemble. Mais si vous allez voir un bailleur de fonds, mais vous êtes plus crédible, parce que vous êtes quand même 8 à poser une signature. Vous pouvez lever des fonds beaucoup plus importants que c'était un seul État. Il faut qu'on se sorte de ces considérations individuelles, étatiques, de souveraineté. Nous sommes trop petits, pris isolément. Moi, quand je faisais la promotion des investissements, je ne parlais jamais du marché du Sénégal. Je parlais du marché de la sous-région, UEMOA, et des 500 millions de consommateurs de la CEDEAO. C'est ça qui intéresse un privé. Mais ce n'est pas 15 millions de Sénégalais, vous n'allez pas venir investir ici une usine de production de, je sais pas, de chaussures de sport et autres, pour juste les 7 millions de Sénégalais, peut-être potentiellement consommateurs. Non. Par contre, si c'est 80 millions de chausseurs potentiels dans la sous-région, ah oui, là c'est intéressant. Mais c'est comme ça qu'on doit effectivement réfléchir et sortir de ces considérations individuelles. Le secteur privé a besoin, quand vous parlez à un privé, la première question qu'il vous pose, c'est quoi le marché? Oui. Même les cours d'économie commencent par la population. Donc, un facteur déterminant. Déterminant, c'est le marché. Dans le développement. C'est le marché. À qui je vais vendre? Si vous avez un marché de 120 millions, 80 ou 90 millions de consommateurs potentiels, même 5% de part de marché vous fait vivre. Même 5% de part de marché vous fait vivre. Par contre, mais vous ne pouvez pas effectivement vous lancer dans une production, dans des investissements lourds, si vous savez que ce marché de 90 millions d'habitants, il est virtuel, mais dans la réalité, vous ne pouvez pas y accéder, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure pour y aller. Ou il y a trop d'insécurité, ou il y a trop de barrières non tarifaires, mais qui sont effectivement des barrières de contrôle intempestif, comme disait le président Ouattara. 9 contrôles entre Dakar et Bamako. C'est quand même trop. Ça, c'est officiel, il y en a plus que ça. C'est trop. C'est déjà un problème d'avoir des sources officielles et officieuses. Voilà. Lui, il dit 9. Ça dit que s'il dit 9, ça dit qu'il y en a au moins 9. Mais il y a plus que 9. Demandez aux chauffeurs. Moi, j'ai posé des questions aux chauffeurs. Ils me disent non, mais ce qu'on vit sur la route, c'est terrible, quoi. Parce que le petit policier qui est à Kidira, mais il n'y a personne. C'est lui le patron de la zone, quoi. C'est tout. Mais il faut le conscientiser pour qu'il comprenne que chaque acte qu'il pose a un effet, soit positif pour lui, soit négatif. Il faut qu'il comprenne quel acte positif doit-il poser et qu'il impacte lui. Ça, c'est important. C'est important. Ouais. Parole de Mbaye Sylla Khouma, consultant en développement économique et promotion du secteur privé. On est à 8 minutes du journal. Je vais bientôt rendre l'antenne. Vous l'avez compris. L'épreuve fatidique. Ah. Il y en a qui vont se dire, bon, on va voir. Il va être collé par un calcium, le Kiz. Hein? Oui, vous l'avez compris. D'accord. Vous comprenez vite, apparemment. Non, on m'avait déjà averti. Vous êtes prêts? Prêt. Allez, on y va. Je suis un pays de l'Afrique situé à l'extrémité australe du continent. L'anglais est ma langue principale. On m'appelle la nation arc-en-ciel. Qui suis-je? South Africa. Ça, c'est une question cadeau. Vous avez bien démarré. Question 2. L'acronyme CVS. CVS. Oui. J'ai vu ça. CVS. Vous avez 2 secondes. Virtuel, je ne sais pas quoi. C'est bon. Vous passez. Je passe. Corriger des variations saisonnières. Certains phénomènes économiques comme la consommation, le chômage présentent des irrégularités statistiques. Alors, c'est donner le CVS, c'est-à-dire corriger des variations. Corrige et annule ces effets de saison. Saisonnalité, tout à fait. Voilà, donc 1 point. Okay. Vous avez perdu. Bon, vrai ou faux? L'Ariari est la monnaie du Cap-Vert. C'est faux. La monnaie, c'est quelle monnaie? L'Ariari, c'est Madagascar. La monnaie du Cap-Vert? C'est le peso.
Escodo Cap-Vert. Escodo. Un demi-point. Comment s'appelle l'actuel directeur général de la Sénélec? Bitey. Bitey, c'est un nom de famille. Vous avez 2 secondes. Daouda Bitey. Pape Demba Bitey. Vous avez perdu. Il remplace qui? Vous avez perdu, n'empêche. D'accord. La dernière question. Est-ce que vous aimez la musique? Vous êtes mélomane? Ça dépend de laquelle. Oui. Bon, je vous en dis pas plus. Auteur, compositeur, interprète, musicien, peintre, poète américain, né le 24 mai 1941 dans le Minnesota. Je suis une figure majeure de la musique populaire occidentale. Qui suis-je? Vous êtes dur. On m'avait averti. Pourtant, j'étais gentil avec vous. Musique. Je reprends, vous voulez que... Oui. Voilà. Auteur, compositeur, interprète, musicien, peintre et poète américain, né le 24 mai 1941 dans le Minnesota. Je suis une des figures majeures de la musique populaire occidentale. Qui suis-je? Joker. Bob Dylan. J'ai failli dire ça par hasard, mais je n'étais pas sûr. Ah, dans le quiz, il n'y a pas de hasard, c'est du concret. Je ne connaissais pas. En tout cas, merci beaucoup, Maïssi Lachouma. Je rappelle que vous êtes consultant en développement économique et de la promotion du secteur privé. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, Oumou, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Dans un instant, la grande édition de 12h sur iRadio, présentée par Antoine Diouf. Merci à Pera Sagna et à Odjob qui étaient à la réalisation. Biram Sissi a assuré la partie technique, était à la caméra Sidignon. Rendez-vous samedi prochain. Merci. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.